Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, sont déjà très dissipés aujourd'hui, avec évidemment Jacques Miard qui a commencé à parler. Bonjour, maire Les Républicains de Maison Lafitte. Merci. Kerima Mendes, bonjour, vous êtes blogueuse. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Vous avez également créé Ensemble contre la peine de mort. Et Georges Kuzmanovic, bonjour, vous êtes président de République Souveraine. Bonjour. Bonjour à vous. Dites-nous un mot de République Souveraine, c'est quoi ? C'est un mouvement politique, comme son nom l'indique, qui est pour la République, la souveraineté et la République sociale. Très bien. Ils ont un courant jaurétien. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons peut-être avec Michel Taube. Alors moi, j'ai envie de parler un peu d'international, mais finalement, ça nous concerne à bien des égards. Il y a Donald Trump. Alors, j'ai oublié de faire le sommaire. On va parler, de Nicole Belloubet, de la liberté de conscience. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est une gaffe ? Est-ce que c'est calculé à propos de l'histoire de l'affaire de la jeune Mila ? On va parler des nominations au César avec les 12 nominations pour le film de Roman Polanski, J'accuse. Et puis une nouvelle journée de grève le 6 février. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous soutiendrez cette grève ? Il y a de moins en moins de manifestants. Ça devient compliqué. Alors votre coup de gueule, Michel Taube. Alors, c'est entre coup de cœur et le coup de gueule. Ouais. Donald Trump qui a présenté son plan de paix entre Israël et la Palestine. Je pense que c'était perdu d'avance. La réalité, c'est ça. Il a mis 2 ans, 3 ans à le préparer. Je pense qu'en fait, c'est plus un instrument de lancement de sa campagne électorale parce que les évangélistes américains qui sont très très pro-Israël, sont ravis de son plan de paix. Ce que je regrette, c'est que le plan de paix qu'il a présenté n'est pas équilibré entre Israël et les Palestiniens. Il n'est clairement pas équilibré, donc il ne pourra pas être accepté. Il a déjà été rejeté d'ailleurs par la plupart des pays arabes et des Palestiniens. Mais en même temps, qui y a-t-il en face ? Il y a le Hamas d'un côté, qui est une organisation terroriste. Et il y a Mahmoud Abbas qui est à la tête d'un État corrompu et qui n'a pas d'avenir tel qu'il est. Donc c'est très très compliqué. Il fallait faire une tentative pour faire bouger les lignes. Il ne faut pas tout rejeter dans la démarche de Donald Trump. Mais malheureusement, je pense que ça ne donnera rien. Et son plan n'est pas équilibré et ne permet pas, à mon avis, de trouver un compromis. Et puis alors, les grands absents, comme toujours, malheureusement, alors qu'on est les principaux financeurs de la région, c'est l'Europe. Et plus particulièrement la France. Voilà. Absolument. Oui, il faut, sur ce que vient de dire Michel, j'ai failli aussi penser à ce coup de gueule contre Trump, mais il y a quand même un point important, c'est qu'il y a des conséquences immédiates. C'est véritablement l'affirmation que les colonies font partie intégrante d'Israël. Et donc là, Netanyahou passe à l'acte. Donc ça a des conséquences extrêmement fortes. Et ça remet en cause, à mon avis, la crédibilité du deuxième État. Ça, c'est clair. Quant aux évangélistes, il faut quand même le savoir, je rappelle que les évangélistes veulent le grand Israël pour le retour du Christ. Et à ce moment-là, les Juifs devront se convertir. Alors je veux dire, moi je veux bien, mais là on est... Ou être éliminé, parce que c'est ce qu'ils disent aussi. Complètement fou. Je pense que là on est en train de jouer les apprentis sorciers et que véritablement ce projet va mettre de l'huile sur le feu. Coup de gueule pour moi. Allez-y, peut-être que Kerima, vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit ? Non, mais je pense de toute façon, est-ce que vraiment Trump voulait un projet, voulait vraiment un plan de paix ? Je ne pense pas. Et il est vrai qu'en face, avec qui discuter ? Donc Mahmoud Abbas est complètement à la ramasse. Est-ce qu'il voulait vraiment discuter avec eux ? Non, je ne pense pas non plus. Exactement, complètement à la ramasse. C'est le Hamas qui dirige Gaza et on voit comment il dirige Gaza. Donc, et par rapport à ce qu'a dit Monsieur Jacques Miard, une élection se prépare aux États-Unis et Trump renforce. Il est très clairement. Mais par rapport à ce qu'a dit Kerima Mendes, c'est très important parce que je me souviens il y a 15-20 ans. Les femmes palestiniennes étaient parmi les plus modernes du monde arabe. Elles étaient extrêmement anti-religieux, etc. Et aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Elles sont toutes voilées et sauf les chrétiennes.
Donc là, je parle des musulmanes, surtout dans la partie du Hamas à Gaza, mais aussi malheureusement en Cisjordanie, et c'est dramatique, et c'est l'œuvre du Hamas, et c'est vraiment quel dommage. C'est l'œuvre du franchissage. Le monde arabe régresse au niveau des libertés des femmes de toute façon. Totalement. Jacques Miard, un coup de gueule. Ça tombe sous le sens. D'ailleurs, vous l'avez annoncé, c'est contre Belloubet. Enfin, c'est scandaleux ce qu'elle a. Mais on va le refaire, on va en parler. On va en parler après, mais moi j'estime que. Vous n'allez pas faire toute l'émission à vous tout seul. Michel, vous êtes jaloux. Et on n'en demeure pas moins. Non, mais jaloux de vous. On va. Regardez, je vais vous en donner un coup de gueule. Écoutez Benjamin Griveaux. Disons-le, les 2 derniers mois, on a été très occupés par les grèves. Alors en même temps, il faut remercier le gouvernement d'avoir permis à beaucoup de Parisiens de découvrir les joies du vélo. Je ne suis pas certain que c'était l'objectif premier de la réforme des retraites. Mais je trouve qu'on aurait pu rendre hommage. Bon. Voilà. Dollar est la manière de se planter. C'est sympa le vélo. J'adore le vélo. C'est super. Non, mais faut pas mépriser le vélo. Enfin, ça résout pas tout. Non, mais vive la réforme des retraites. Grâce à la réforme des retraites, on a découvert le vélo. Non, c'est. Donc Griveaux, en fait, il est contre le gouvernement quelque part, parce que je crois que le problème il est là, effectivement. Qui soutient encore Hollande à l'Élysée? Parce que Macron est devenu Hollande. Oui, je me disais, il a fait un lapsus. Non, pas du tout. On va y revenir. Alors, votre coup de gueule, Georges, ou c'est un coup de gueule au cœur? Non, un coup de gueule, c'est l'abandon de l'entreprise Photonis, après de multiples abandons. Photonis, c'est une grande entreprise française qui est leader mondial dans la vision nocturne, leader mondial. Encore une entreprise. On pense souvent en France qu'on n'est pas très fort, mais en fait, on a d'énormes succès. Et on a un gouvernement qui n'a pas de politique industrielle et qui abandonne les fleurons qui feront la grandeur et les emplois du futur. Alors récemment, il a vendu Alstom, ce qui était une catastrophe industrielle et stratégique pour la France. Récemment, ils ont abandonné la TECOR, en dehors du passé et de Saint-Exupéry et du Petit Prince. C'est quand même le leader mondial de ce qui va remplacer le Wi-Fi, c'est-à-dire le transport de l'information numérique par la lumière. Hop, aux États-Unis. Là, c'est pareil. À nouveau, on a quelques députés de divers courants, de gauche et de droite, républicains, souverainistes, enfin, qui pensent à l'intérêt national, qui ont alerté, qui ont dit mais ça serait quand même stupide de le vendre, mais ce gouvernement visiblement n'y trouve aucun inconvénient et s'est abandonné. C'est grave. C'est grave de perdre des fleurons stratégiques pour notre pays, pour le futur. C'est grave. Mais quelle est la stratégie de la France dans ce? Il y en a pas. C'est le jeu des marchés, etc. Et ça, c'est l'idéologie de Macron. Mais pourquoi c'est grave? Je ne connaissais pas encore ce cas, ça vient de se produire. Non, mais c'est grave. 2 semaines. Non, mais attendez, j'entends bien. Mais vous savez, en ce moment, on s'occupe aussi parfois des campagnes. Ce qui est certain, c'est que faut voir comment ça fonctionne. C'est-à-dire que comme à Alstom, notamment, ils pompent ensuite les brevets. Et les brevets, ils les passent aux États-Unis. Alors que normalement, on devrait bloquer ça. Parce qu'on en a les moyens, on regarde la loi sur les brevets. Et ça, c'est extrêmement grave parce que c'est toute la valeur ajoutée, justement, de la recherche française qui fout le camp aux États-Unis. Et eux, je peux vous dire qu'il n'y a pas de retour pour ça. Donc, il faut véritablement monter au créneau sur ce point précis. On a vu ça pour Alstom, notamment, où ils ont pompé complètement les brevets de tout le savoir-faire sur les turbines à gaz. Et donc, là, il faut taper du poing sur la table. Et l'absence de politique industrielle dans ce pays est simplement dramatique. On va passer à votre coup de gueule, Karima Mendès. Oui, c'est sur l'antisémitisme et la montée de l'antisémitisme en France. J'ai regardé l'émission de France 2 avant-hier, et j'ai n'a pas du tout marché. Non. Et oui, justement, c'est ça qui est grave. Et je me dis que ça nous a pas servi de leçon. Qu'on soit obligé, que les jeunes étudiants de France juifs soient obligés d'aller placarder sur les murs de Paris les enfants, les noms des enfants qui ont été déportés, et que rien n'est fait. Nous avons des discours de nos gouvernements, rien n'est fait, aucune mesure n'est prise. Les actes augmentent d'année en année. On voit avec Sarah Halimi, son meurtrier ne sera pas jugé pour antisémitisme. Et j'ai l'impression qu'on régresse. Et je me dis qu'il y a une place qu'on a donnée aux indigénistes racialistes où on leur pardonne tout. Et que finalement, ce sont les dignes héritiers de Drummond
il y a sans arrêt des complots. On vous parle de complots, mais rien n'est fait contre l'antisémitisme. Et je trouve ça dramatique pour notre société actuelle. Alors, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Et non, parce que la prise de conscience est faite que par une certaine partie de la population et que vous avez les jeunes des quartiers populaires qui ne sont pas sensibilisés à ce sujet, alors que ça devrait être les premiers à être sensibilisés à l'antisémitisme. Face, madame. Ça, je suis d'accord avec vous. L'islamisme intégrisme est véritablement raciste, et puis c'est tout. Mais c'est un fléau. Et bien sûr que c'est un fléau. Il est raciste, ça c'est sûr. Mais surtout, il gagne du terrain. Voilà. Et il gagne du terrain pas que chez les musulmans, il gagne du terrain dans la société française. Et ça, je trouve ça extrêmement inquiétant. Puisque vous parlez de documentaire, moi j'ai fait hier un édito, si je peux me permettre de le citer, dans mon journal Opinion Internationale, l'antisémitisme islamique et gauchiste, ou l'actualité des 75 ans de la fin de la Shoah. Parce que pendant une semaine, le président de la République a été à Jérusalem, au mémorial de la Shoah, le Premier ministre a été à Auschwitz. Il y a vraiment une séquence mémoriale très forte pour rappeler les souvenirs de la Shoah. Et ça n'a pas été simple pour le président de la République de dire les choses, de nommer l'antisémitisme d'aujourd'hui. Alors il l'a fait à la fin de son séjour, et je veux quand même le dire, parce que mais ça n'a pas été simple. À ce que dans les heures et les heures de discours et la présence mémorielle très forte qui était, mais il l'a dit quand même, et c'est très bien qu'il l'ait dit, il a dénoncé l'insupportable regain de l'antisémitisme qui rampe dans notre Europe, dans notre pays, qui ne voit ce mal souterrain progresser, qu'il porte son visage de toujours, ça c'était l'ancien antisémitisme, ou qu'il emprunte les masques nouveaux de la haine islamiste et de l'antisionisme. Oui, mais le problème, c'est qu'il le dit, mais qu'il n'y a pas d'acte derrière. Il n'y a pas d'acte. Quand il y a une crise ou quoi que ce soit... Non, mais je voulais terminer juste sur une chose, s'il vous plaît. C'est que cette phrase-là, je ne l'ai trouvée dans aucun média relayé. Mais non, il l'a relayé. Aucun média ne l'a relayé. Et c'est pour ça que moi j'ai fait mon édito. Je suis beaucoup lu dans le monde arabe et j'ai beaucoup de lecteurs et je travaille beaucoup sur la promotion de l'islam des Lumières en même temps que la dénonciation de l'islam radical. Mais quand j'ai vu que ça n'a pas été relayé par les médias, le chef de l'État a prononcé des mots en yiddish par exemple. Aucun média quasiment n'ait fait le relais. Et il y a quelque chose qui va pas, quoi. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Augmentation de 27% des faits à caractère antisémite depuis l'année dernière. Même au sein de la République En Marche, vous avez des gens qui sont très divisés sur cette question-là, alors qu'on ne devrait pas être divisé sur la question de l'antisémitisme. Et pourtant, ça devrait être tellement simple, c'est défendre l'islam. Et c'est défendre l'islam des Lumières que de dénoncer l'antisémitisme islamiste. Michel, sur ce point très précis, effectivement, moi, j'ai eu 2 émotions dans ma vie fortes. Visite d'Auschwitz et Verdun. Parce que quand on voit ça, on est saisi. Bien. Deuxièmement, j'ai envoyé, parce que j'ai une rescapée d'Auschwitz dans ma commune, et au 75e anniversaire, je lui ai fait envoyer un bouquet de fleurs. Parce que j'estime, elle est pour moi, je dirais, le témoignage vivant. Bien, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour faire retomber effectivement cette haine qui monte et qui est réelle, il faut arriver à résoudre le problème entre la Palestine et Israël. Non, je suis pas d'accord. Si. Il faut. C'est la source. Non, mais le problème israélo-palestinien. C'est incroyable que justement, c'est incroyable. Non, je dis pas. Non, je suis désolé. Il faut le résoudre. On n'a pas le droit d'importer un conflit qui ne nous concerne pas finalement. Alors là, cher ami, on vit dans un village planétaire. Mais dans ces cas-là, monsieur, on prend position pour le Tibet. Dans ces cas-là, on prend position aussi pour d'autres pays. Certains de mes collègues l'ont fait, notamment Lionel Lucas, etc. Je ne verrai pas pourquoi on ramperait devant les islamistes et de dire moi, il faut régler le problème. Pas tous en même temps. Je peux vous dire que l'intégrisme islamiste, je l'ai combattu dans toute mon action de député. J'ai été le premier à proposer la loi interdisant le voile à l'école, parce que je voyais comment ça venir, le voile intégral également. J'ai été le premier à le faire. Et on a gagné sur ces points précis. Mais ça régresse. Maintenant, c'est la victimisation de l'islamophobie. Donc c'est inadmissible. Mais il faut voir les choses. Mais l'antisémitisme... Comment dire ? Je comprends mais il faut pas alimenter. Tactiquement, Jacques Mier a raison. C'est-à-dire qu'effectivement,
en termes de tactique politique, si effectivement vous êtes un homme politique et en tant que décideur politique, il faut réfléchir non pas entre ce qui est souhaitable, mais ce qui est possible. Exact. Et dans le possible, dans les solutions, il y a notamment le problème du conflit israélo-palestinien. Mais en revanche, faire le lien sur le fond. Non, c'est pas le lien. Faire le lien sur le fond, ça, c'est en revanche extrêmement Non, c'est pas faire le lien. C'est ôter les causes, parce qu'ils s'alimentent de ça. Donc, il y a un moment, il faut aussi regarder les choses. Moi, j'ai toujours dit... Allez, on est obligé de marquer une petite pause. Je suis moitié, mon père est yougoslave, ma mère est française. Ma ville natale, Belgrade, a été bombardée par les États-Unis. Est-ce que ça justifierait que je tape un Américain ? Non, mais attendez. Allez. Et donc, des juifs en France qui n'ont aucun rapport avec ça, avec des jeunes d'origine musulmane qui n'ont aucun rapport avec non plus la Palestine, quel droit ça donnerait aux uns de taper sur les autres ? Allez, stop. Il faut marquer une pause, Jacques Méhard. On continue après. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, pouvait-on imaginer les conséquences de la vidéo de la jeune Mila qui répondait, je le rappelle, à des insultes et à des harcèlements homophobes la concernant. Elle a répondu en parlant du Coran, en parlant de l'islam. Elle a été poursuivie, alors elle a reçu des centaines même des milliers, je crois, de menaces de mort, d'insultes, menaces de viol. Évidemment, des poursuites ont été engagées contre ceux qui l'ont agressée, mais également contre elle. Hier, la ministre de la Justice s'exprimait à ce sujet. Je vous propose d'écouter ce qu'elle a dit et qui, évidemment, a suscité beaucoup de réactions. Écoutez, dans une démocratie, la menace de mort est inacceptable. C'est absolument impossible. C'est quelque chose qui vient rompre avec le respect que l'on doit à l'autre. C'est impossible, c'est inacceptable. L'insulte à la religion, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience. C'est grave, mais ça n'a pas à voir avec la menace. Voilà. Alors après, on lui a demandé de s'expliquer, de se justifier. Alors écoutez sa réponse que moi, je n'ai pas vraiment comprise, mais écoutons. Là, j'ai dit, c'est le premier point, que dans une démocratie, une menace de mort pour avoir exprimé ses opinions, c'était très grave. Ensuite, je reconnais volontiers que mon expression a pu être maladroite ou lapidaire. En réalité, ce que j'ai voulu dire très clairement tient en deux choses. D'une part, évidemment, je n'ai pas voulu remettre en cause le droit de critiquer la religion. C'est évident. Et d'autre part, j'ai voulu dire que dans notre démocratie, les injures ou les discriminations à raison de l'appartenance religieuse, c'était une infraction et que cette infraction pouvait être grave parce qu'elle conduisait à la haine et au rejet de l'autre. Non, mais c'est... Mila n'a pas commis d'infraction. Elle n'a commis aucune infraction. Elle s'est fait insulter. Ou alors qu'elle saisisse le procureur de la République pour qu'il poursuive Mila. Mais ça y est, elle est poursuivie. Mais elle est poursuivie. Mais par l'État français. Oui, elle est poursuivie par le parquet qui l'a poursuivie pour incitation à la haine. Cette jeune fille a été insultée sur son Instagram, mais des milliers d'insultes elle a reçues. Elle a fait une vidéo, qu'on soit contre ou pour cette vidéo, elle a fait cette vidéo. Elle a donné son avis, un avis qui lui appartient. En France, on a encore le droit de critiquer les religions. Mais en déclarant ce genre de choses, elle est juste en train de valider le meurtre des journalistes de Charlie Hebdo. Mais c'est quand même hallucinant qu'en France, une ministre de la Justice puisse tenir des propos pareils. Le blasphème, on a le droit au blasphème en France, mais c'est quand même dingue. Même ce mot de blasphème ne devrait pas exister. Mais oui, il devrait même pas exister. Oui. Alors c'était votre coup de gueule au départ, Jacques Méhard. J'ai pris les pieds dans le tapis. Je me demande où est-ce qu'elle a pris. Mais est-ce qu'elle se les a pris dans le tapis ou est-ce qu'elle ne l'a pas fait exprès? Notre confrère Régis de Casteldo, lui, pense qu'elle est loin d'être bête, qu'elle est loin d'avoir de l'inculture juridique, elle connaît parfaitement le droit. Ce n'est pas une maladresse, dit-il, ni l'expression d'une méconnaissance. Il s'agit de l'expression assumée d'une idéologie. Il va beaucoup plus loin en disant que c'est tout à fait le discours d'un certain nombre d'associations. Si c'est cela, c'est extrêmement grave. Parce que là, véritablement, effectivement, il y aurait deux standards. Il y aurait le standard où
Charlie Hebdo peut dire tout ce qu'il veut sur le pape et tout ce que vous voulez. Et puis ensuite, il y a ces gens qui seraient à part. Et on n'a pas le droit, effectivement, de les critiquer parce qu'immédiatement, ça déchaîne des menaces de mort. Alors là, je vais dire, c'est une capitulation en rase campagne sur la liberté d'expression. Le droit est là. Deuxièmement, elle n'a pas, je dirais, critiqué. Elle a critiqué, certes, l'islam, on l'a entendu en des termes peu amènes, j'en conviens, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de diffamation, parce que la diffamation, on regarde la loi de 1881 sur les médias, c'est à l'égard d'une personne. Oui. Or, ce n'est pas du tout le cas là, c'est même pas un groupe, c'est une religion prise, je dirais, dans une lecture par certains. Donc on sait très bien que malheureusement, il y a différentes lectures du Coran, et qu'il y en a une qui est véritablement mortifère, puis c'est tout. Oui. Sur ce que dit la ministre Georges Kuzmanović. Eh bien, Madame Belloubet, visiblement, connaît aussi bien la Constitution que son patrimoine immobilier. Ouais. Ça pose un vrai problème, puisque Monsieur Miard... on avait oublié ça. Monsieur Miard l'a dit très clairement. Oui, c'est-à-dire qu'avant de poursuivre cette pauvre Mila, elle pourrait poursuivre Monsieur Ferrand, qui quand même a quelques délicatesses avec la justice, et lui n'est pas une jeune fille de 16 ans derrière un ordinateur, mais président de l'Assemblée nationale, ce qui est un peu plus grave pour la France. Ouais. Donc oui, ce que Monsieur Miard vient de dire est tout à fait juste. Il y a une confusion, et ce qui est étrange pour la garde des Sceaux, entre vous n'avez pas le droit de dire à quelqu'un sale juif, sale arabe, sale catholique, vous n'avez pas le droit. Parce que vous insultez une personne, en fonction de sa religion, de son origine ethnique. Par contre, critiquer de la manière qu'il vous chante, que ce soit des caricatures ou par des arguments raisonnés, le judaïsme, l'islam, le christianisme ou le bouddhisme, vous y avez le droit, et on l'a acquis de haute lutte en France. Ce que visiblement, elle semble avoir oublié, et je suis d'accord avec ce que vous avez dit, madame, c'est si le parquet poursuit, et le parquet poursuit. Oui. Or, le parquet, c'est Madame Belloubet. Donc, c'est-à-dire qu'elle a choisi de poursuivre. On se demande sur quelle base cette pauvre Mila. Incitation à la haine. Ça veut dire qu'elle poursuivrait ceux qui se sont fait assassiner par les frères Kouachi, puisque c'est aussi du blasphème. Or, en France, on a le droit au blasphème. Et je citerai nos amis canadiens. C'est très intéressant. Parce que jusque dans les années 60 au Québec, la religion catholique, pour le coup, était très très forte. Ils s'en sont libérés, et ils s'en sont libérés en utilisant tous les termes de l'Église en blasphème. Quand on dit calice, tabernacle, où on rigole beaucoup en France, eh ben, c'est un blasphème. On n'aurait pas le droit. Mais c'est totalement incroyable. Et donc, moi, je pense, comme notre camarade Régis de Castelnau, dont on est très très proche, qu'il s'agit d'une logique communautariste que véhicule beaucoup le président de la République. Le communautarisme est en train de prendre le dessus sur la liberté d'expression, sur les valeurs de la République. Et c'est très grave. C'est un danger extrême. Et moi, j'aimerais dire que Madame Belloubet, de façon beaucoup plus subtile, a dit à peu près la même chose qu'une autre personne, qui s'appelle Abdallah Zekri, qui est le délégué général du CFCM, le Conseil français du culte musulman, qui est une institution que je respecte et dont je connais plusieurs membres que je salue s'ils nous écoutent, et j'espère qu'ils nous écoutent. Mais il a quand même dit, elle l'a bien cherché, Mila. C'est bien fait pour elle. Les centaines et les milliers de personnes qui veulent sa mort. Complicité avec des meurtriers. Le délégué général du CFCM a condamné ce qu'a dit. Oui, mais enfin, lui, il n'est pas ministre de la Justice. Mais parti propos, elle valide. C'est pire que ça. Allez. Non, c'est pire que ça. On se retrouve, on continue. 0826 300 300. Est-ce que vous avez été choqué par les propos de Madame Belloubet? On y revient dans un instant. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, Nicole Belloubet, la liberté de conscience. Donc, elle a admis mercredi une maladresse après avoir assimilé la critique des religions à une atteinte à la liberté de conscience. Des propos qui ont évidemment provoqué un tollé. Elle a rétropédalé, mais dans une explication qui n'est pas pour le coup beaucoup plus claire. Des réactions, on a avec nous Marie qui nous appelle de Paris. Bonjour Marie. Bonjour Valérie. Bonjour à tout le monde. Eh bien oui, moi je suis outrée, dépassée. La ministre de la Justice est un culte. Et c'est grave, ou la ministre a pris ça à la légère et c'est encore plus grave, ou elle a abondé dans le sens qu'on peut pas critiquer une religion et c'est encore plus grave. Moi, tout simplement, on va faire une pétition sur internet, démission de Belloubet. C'est inacceptable. Il y a encore des gens en France. J'écoutais une émission hier sur C'est à vous. Et
Et il y a avec encore Richard Malka, exactement, qui est protégé, qui est sous protection. L'avocat est sous protection. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On est dans un pays de droit de l'homme. On a parfaitement le droit de critiquer une religion. Et c'est inconcevable que notre ministre de la Justice, elle s'est pas pris les pieds. Elle est un culte, ou elle n'est pas réveillée le matin, ou il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce gouvernement. C'est tout simplement inacceptable, Valérie. Inacceptable. Mais alors, est-ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un comme Madame Belloubet, qui a la carrière qu'elle a, qui a les études qu'elle a faites, puisse dire une chose comme celle-là en toute innocence et en toute inconscience? C'est la seule question qu'on peut se poser. Hier, effectivement, Richard Malka, est dans une tribune dans le Figaro, évoque une méconnaissance grandissante de ce qu'est la laïcité, mais c'est une confusion qui est quand même inquiétante. Je sais pas si vous voulez réagir. Elle le sait parfaitement, elle a une très grande carrière. C'est une personne d'ailleurs qui est tout à fait intelligente, donc c'est un choix délibéré. Point. Et c'est un choix qu'a fait encore une fois le président de la République. C'est bien M. Macron qui va rompre le ramadan. C'est M. Macron qui va rencontrer les évêques de France, qui leur dit il faut renouer le lien rompu avec l'Église. Justement, il a été rompu. C'est lui qui va au dîner du CRIF. Visiblement, ce gouvernement a décidé d'appuyer sur la pédale communautariste, quelle qu'elle soit. Excusez-moi, le CRIF n'est pas une association religieuse, oui, mais excusez-moi, une association apolitique. Moi, je suis totalement laïque. Je pense que le président... Oui, mais ce n'est pas une chose. Oui, mais je suis totalement laïque. Le président n'a pas à faire ces choses-là et il renforce tous les communautaristes, y compris ceux qui sont extrêmement dangereux. Et on a une élection qui arrive et je pense que c'est pour... On a une élection municipale qui arrive qui va être très compliquée pour la République En Marche et je pense qu'ils ne veulent froisser personne et donc ils donnent des baffes à droite et à gauche pour dire oh non, nous on est neutre. Voilà. Alors à mon avis, je pense effectivement que ces remarques cachent une idéologie. Ça, c'est évident, de la part du gouvernement, et qu'on veut flatter les communautaristes, peut-être pour se les gagner dans des votes après. Exactement. Ça, c'est évident. Moi, j'ai déjà vu faire, ou même des maires, pour avoir la paix civile, etc., donner des subventions à des associations qui n'avaient rien d'association associative, loi de 1901, mais qui étaient des associations cultuelles et qui devaient rentrer dans la loi de 1905, ce qu'ils n'ont pas fait. D'ailleurs, il y a eu des rappels par le Conseil d'État. Simplement, je voudrais dire en matière de laïcité, moi je vais vous dire, avec le président de la République, François Mitterrand, je suis rentré dans la grande mosquée de Tombouctou. En enlevant mes chaussures. Bon, donc, à Tombouctou, en visite officielle. Oui, en visite officielle. En France. Bon, oui, d'accord. Deuxièmement, il peut m'arriver d'aller à un enterrement, selon le rite musulman, de quelqu'un qui a été tué dans une ville proche de la mienne. Donc, je crois qu'en matière de laïcité, la République ne les subventionne pas, mais elle ne les ignore pas non plus, puisqu'elle leur accorde la liberté du culte. Donc je crois que... Bon, je me souviens par exemple d'un copain Charras, qui lorsqu'un douanier avait été assassiné, avait refusé d'aller à l'église, était à l'extérieur. Je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer. Il faut avoir une lecture de la laïcité où il faut être ferme sur les principes, et effectivement, neutralité, égalité. Mais il faut... Oui, je sais. C'est là que... Moi, je suis tout à fait d'accord avec... Jacques Millard, et on n'est pas souvent d'accord. Je pense que la meilleure arme contre le communautarisme, c'est de respecter et valoriser toutes les communautés. Et je pense que... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Moi, le président américain... Quand le président américain s'adresse... Je sais que c'est pas la tradition française, mais moi je suis alsacien. En Alsace, on a le concordat. Oui. Les autres Français n'en veulent pas, je le sais, mais je vais vous dire, il n'y a qu'une solution pour arriver à imposer, je dis bien à imposer, un islam de France, parce que maintenant, il faut l'imposer. Parce que vu que les communautaristes et les islamistes sont en train de prendre le pouvoir dans la communauté musulmane, il n'y aura pas de 36 solutions. Soit c'est les islamistes qui prennent le pouvoir, et ils sont en train de le prendre, soit c'est l'État qui prend les choses en main. Et la seule manière pour l'État de prendre les choses en main, c'est d'une solution, comme on a en Alsace-Moselle, c'est un concordat, où l'État, non, si, parce que quand vous tenez les gens par l'argent, vous faites ce que vous voulez. Et si l'État met les moyens
pour imposer des imams modérés qui parlent le français, qui ont étudié la France, qui sont pour qui vont le vendredi faire comme on fait dans les synagogues, une prière pour la République, parce que vous faites la prière pour qui vous voulez, vous faites la prière pour qui vous voulez. Je crois, Michel, qu'il va falloir serrer sacrément les boulons, mais il va falloir expulser. Et qu'il va falloir expulser. Mais je suis bien d'accord avec toi, mais je vais te dire une chose, c'est qu'il va falloir expulser un nombre de gens, et c'est pas avec effectivement aujourd'hui une sorte d'État qui prend en compte toutes la les majorité des musulmans de France seront d'accord avec ça. Mais Monsieur Taube, pas tous en même temps, pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Il faut avoir un minimum de recul. Quand vous voyez les propos de Belloubet, vous avez plus l'impression vous parlez pas dans le micro, Karima. Quand vous entendez les problèmes de Belloubet, vous avez plus l'impression de... moi, je me suis dit, mais attendez, mais on est en Arabie Saoudite. C'est-à-dire que la petite Mila, on va aller la chercher chez elle, et demain matin, elle va se faire lapider sur la place publique. Alors que la ministre de la Justice aurait dû apporter une réponse claire. Ce qui est scandaleux, c'est que le parquet a porté plainte contre elle. Ça, c'est juste un mot, ce que dit Richard Malka, donc l'avocat de Charlie Hebdo, et qui est aussi l'avocat de Mila, il dit Nicole Belloubet a énoncé la définition même du blasphème tel que promis par la Ligue islamiste mondiale. Pris à la lettre, ces mots marqueraient le passage d'une société laïque et républicaine à une théocratie. Le code pénal du Pakistan le dit, tout injure ou tout propos abîmant une représentation de Dieu est un blasphème. Mais oui. Alors pardon, Georges Kuzmanovic. Juste, Monsieur Taube, je pense que vous faites une contresens historique. Le Concordat a été imposé par Napoléon à la sortie de la Révolution française, et c'était pour contrôler le Vatican. Et c'était un gros contrôle du Vatican. Et on lui avait demandé, vous viendrez à l'église? Il avait dit, sûrement pas, je vais juste nommer tous les évêques, ils vont bien m'obéir. Donc c'est de là que ça vient. Il s'est passé après un siècle, et on est arrivé à la loi 1905. Et il faut quand même rappeler, qu'est-ce que c'est que ce pays, la France? Et y compris à des jeunes musulmans, je peux comprendre, il y a des phénomènes de racisme, et certains peuvent se dire, mais pourquoi ils en veulent à ma religion? Mais dans ce pays, qui a des racines chrétiennes, les catholiques ont été écrabouillés politiquement. Il faut se rendre compte qu'entre 1880 et 1905, ce sont des centaines de congrégations. Pour que les gens comprennent, des congrégations sont des communautés religieuses, des églises, des couvents qui ont été fermés, leurs biens saisis par l'État. Absolument. Et ils ont été expulsés du pays parce qu'on leur a dit soit c'est la laïcité républicaine, soit c'est rien. Donc effectivement, plutôt que d'être gentil avec le Concordat alsacien et de payer les gens, c'est leur dire, taper sur la table et dire écoutez, maintenant c'est la République française, et donc elle garantit la liberté. La religion est une opinion, puisque nous ne sommes pas non plus connaître Madame Belloubet. Savoir Madame Belloubet, elle est libre, elle est protégée en France. Si vous voulez vous enfermer dans une communauté, tourner tout nu autour du feu et prier les étoiles, vous avez le droit, on va vous protéger. Alors, par contre, vous ne pouvez pas avoir d'influence dans la sphère publique et sûrement pas menacer les gens. Sur le plan historique, Valérie, sur le plan historique, je voudrais juste rappeler que le gallicanisme remonte à Philippe le Bel, n'est-ce pas? Et donc, à l'époque, le pape a eu le roi a eu des emmerdes d'État. Donc, c'est une vieille tradition où le roi de France est maître chez lui. Point barre. Information importante. Et maintenant, le parquet de Vienne a décidé du classement sans suite des accusations de provocation à la haine à l'encontre de la jeune Mila. Le tollé qu'on a fait, il était temps. Voilà, les investigations conduites aux fins d'exploitation des propos diffusés, d'analyse de leur dimension contextuelle, etc., n'ont relevé aucun élément de nature à caractériser une infraction a été prise. pénale. Mais il est grave qu'ils aient pris cette décision d'aller l'attaquer. Et ça pose aussi le problème de la magistrature en France, qui est parfois hallucinante, quoi. Je ne sais pas si c'est la ministre. Je sais pas si c'est la ministre. Le parquet ajoute que l'enquête a démontré que les propos diffusés, quelle que soit leur tonalité outrageante, avaient pour seul objet d'exprimer une opinion personnelle à l'égard d'une religion sans volonté d'exhorter à la haine ou à la violence. Mais c'est grave qu'ils y aient pensé. Qu'ils y aient pensé. Alors on a Lionel en ligne avec nous. Bonjour Lionel. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ? Que moi je suis pas le genre à appeler à la démission d'un ministre quand il fait une petite remarque un petit peu on l'a pas fait non plus. Voilà, c'est Belloubet. Écoutez, elle a fait son petit mouvement et
son petit buzz. Voilà, c'était pas non plus très grave. C'était beaucoup plus grave en fait finalement tout ce qui s'est passé pour cette gamine qui finalement exprimait qu'une opinion. Moi, je pense que réellement, j'ai écouté là tout ce qu'ont dit vos invités. Ce qui ressort le plus finalement, c'est il faudrait que la République, au final, elle soit forte. C'est-à-dire qu'une République, une République molle, c'est pas une République en fait. Une République forte et qui est capable de dire non, c'est pas un drame. Quand le problème, c'est que là tout à l'heure vous avez parlé, comment ça s'appelle, pour les financements. Il faudrait mettre de l'argent pour faire venir des imams, former Français et compagnie. Le problème, c'est que vous pouvez pas faire ça dans la mesure où vous acceptez l'argent du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Mais non, mais ça veut de l'argent et compagnie. Non, ça marche pas comme ça. Parce monsieur est d'accord avec moi. Vous mettez à dos le Qatar, vous mettez à dos le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et c'est terminé. Lionel, oui. Vous mettez à dos directement le Qatar et l'Arabie Saoudite. Le problème de l'islam en France, finalement, on n'a aucun problème avec l'islam en France. On a un problème avec les salafistes un petit peu rigoristes. C'est qu'une frange de la population, mais au même titre qu'ils représentent qu'une infime partie, étant donné qu'on les pointe toujours du doigt et que c'est eux qui font le plus de bruit et le plus de conneries, on se dit que tous les musulmans ils sont comme ça, mais c'est pas du tout le cas. Si je vous pointe des personne ne fait de l'amalgame, mais il faut quand même regarder la réalité en face. Il ne s'agit pas de faire de l'amalgame. Personne ne va faire de l'amalgame. Mais il faut regarder la réalité. On sait très bien que dans tout mouvement, ce sont toujours les extrémistes qui l'emportent. Ne l'oubliez jamais. Reprenez la Révolution française, ce n'est pas véritablement les Girondins qui l'ont emporté. Attendez, mais moi je suis d'accord avec vous. Donc, je suis la France. Moi personnellement, mettre au même titre qu'une secte les salafistes et les botter hors de France, mais pour moi ça irait très bien. Botter tous ces imams qui prêchent une charia ou un truc comme ça. Mais ça m'irait très bien aussi, moi personnellement. Et quand je vous dis République forte, c'est en ce sens-là que je vous dis République forte. C'est-à-dire que concrètement, ne pas courber les chines et dire que la loi c'est comme ça et que le mode de vie et on va dire que le respect des uns des autres c'est comme ça et que c'est pas autrement. Moi ça me va très bien. Faire des courbettes à un tel ou un tel, comme vous avez dit par exemple, pour moi que la politique elle ne se mette jamais entre guillemets avec de la religion, ça m'irait très bien. Les déjeuners du CRIF, tous ces trucs-là où finalement ils ont rien à y faire parce que c'est du domaine de la sphère privée, ça m'irait très bien. Mais pour ça, il faudrait aussi que ils s'achètent un petit peu de courage et qu'ils décident de cette ligne-là. Mais on va pas dans cette direction du tout. On voit bien qu'on va dans une direction on laisse même des listes communautaires se mettre en place. Lisez les livres, Les territoires perdus gagnés par la République, les territoires conquis de l'islamisme de Bernard Rougier qui explique un petit peu ce qui est en train de se passer. Allez, on va marquer une pause. Merci de votre appel, Lionel. On va parler de la polémique autour de Roman Polanski au César. Est-ce que vous êtes choqué par ces nominations? À tout de suite. Avec vous jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff qui sera toujours en pleine forme comme tous les jours. Alors la nomination de Roman Polanski dans plusieurs catégories, dont celle du meilleur réalisateur, du meilleur film, a suscité évidemment un certain nombre de réactions, dont celle de Marlène Schiappa. Le ministre Franck Riester, ministre de la Culture, a déclaré que l'Académie était libre de ses choix. Mais écoutez, Florence Foresti, qui va être la maîtresse de cérémonie et qui a annoncé hier, lors d'une conférence de presse, les différentes nominations, ce lapsus volontaire qu'elle a fait en annonçant la nomination de Polanski. Ce matin, au Fouquet's, Florence Foresti a écorché ce titre à l'annonce d'une nomination. C'est assez furtif. On vous l'a mis en boucle, écoutez. Roman Polanski pour Je suis j'accuse. Roman Polanski pour Je suis j'accuse. Voilà, elle a du mal à contenir son rire. Allez, j'arrête là le suspense. Bruce, on a la confirmation que ce n'était pas un lapsus, c'était évidemment écrit. Au lieu de dire j'accuse, je suis accusé. Donc beaucoup de réactions. Le film a plutôt bien fonctionné. 12 nominations. Alors, cette question un peu tarte à la crème. Faut-il séparer l'homme de l'œuvre? Et puis ce paradoxe, les mêmes qui soutiennent Adèle Haenel acclament Roman Polanski. Michel Moi, je suis volontaire pour dire quelque chose. Deux choses. Je porte des chaussettes oranges et une cravate orange contre les violences faites aux femmes depuis 3 ans. Tous les jours, je porte des chaussettes oranges parce que c'était la couleur des Nations Unies contre les violences faites aux femmes avant qu'il y ait le mouvement MeToo. Et le 30 décembre, j'ai publié un édito disant « Le film de l'année, c'est J'accuse de Polanski ». Et je suis très content
que l'Académie des Césars ait autant prévu de nominations pour ce film, parce que c'est un très bon film et c'est un excellent film. Oui, et moi, je fais la part entre le salaud qui a peut-être été Roman Polanski. Donc c'est pareil pour Masneff aussi. Donc dans ces cas-là, pour Gabriel. Masneff, il a peut-être fait des livres que certains considèrent très bien, mais le problème de Masneff, c'est pas que Masneff, c'est surtout comment certains ont pris avec légèreté des comportements probablement criminels qu'il a eu. C'est ça le problème. Quelle différence avec Polanski ? Mais Polanski, dans ses films, il ne met pas en scène des crimes pédophiles que Masneff a peut-être commis. Donc on pardonne à Bertrand Cantat aussi. Et on... Il ne s'agit pas de pardonner. Mais, si, pas... mais pour moi, c'est... Bertrand Cantat n'a pas chanté comme Masneff a écrit non, mais je parle par rapport à Polanski. Non, mais par rapport à Polanski. Parce que Bertrand Cantat, on l'a fait interdire dans des salles. Et je trouve ça tout à fait normal. Donc je ne verrai pas pourquoi Polanski. Mais moi, je ne suis même pas étonnée que l'Académie des Césars ait décidé d'inviter Polanski. Ils avaient fait une pétition pour le soutenir. Donc, mais Karima, ça serait on a parlé tout à l'heure de droit au blasphème, mais ça serait vraiment une tragédie pour la terre de liberté qu'est la France de rentrer dans ces idées-là. C'est un truisme de dire que les œuvres n'appartiennent plus à leurs auteurs une fois qu'elles sont sorties, que ce soit des peintures, des poèmes ou des films. Et si on cherche, on n'aura pas le temps parce qu'il est midi moins 10, mais je peux vous faire une liste extrêmement longue de toute une série d'artistes dans l'histoire de l'humanité dont on devrait interdire les œuvres parce qu'ils ont été criminels d'une manière ou d'une autre. Par exemple, je suis d'accord, M. Polanski devrait être poursuivi. Masneff, c'est pas la même chose. Non, mais pas tous en même temps. Tous en même temps. M'a posé la question. Moi, j'ai lu beaucoup de livres de Sade. D'accord. Il y en a un que je n'ai pas lu. C'est les 120 jours de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'on m'avait prévenu que dans ce livre, il relate la relation de comportements criminels qu'il a eu, lui, de son vivant, dans son œuvre. Et j'avais pas envie de lire ça. Donc voilà, je vous fais la part dans une... Voilà. Et donc Masneff, moi, quand j'apprends que dans ces textes, que je n'ai jamais lu Masneff, je ne connaissais même pas avant le problème, c'est pas Masneff, c'est d'autres grands écrivains qui ont eu des comportements de pédophiles dans Paris et qui s'en vantaient dans tout Paris. Et dont tout le tout Paris était apparemment trouvait ça très bien. Et on interdit Rimbaud, il a vendu des armes en Afrique, c'est horrible, ça a fait des guerres et il a une partie de sa vie qui... ça n'empêche pas que ça a été un grand poète. C'est ça, donc ça prend sens. Moi j'ai été très surpris. Le Monde a sorti il y a quelques semaines les romans préférés des Français, de ses lecteurs. Donc, arrivant un, je crois que c'est l'autre phobie là de comment s'appelle l'histoire des sorciers là. Et en deux, c'est Céline. Harry Potter. Louis-Ferdinand Céline. Voilà, Louis-Ferdinand Céline. Donc ça veut bien dire que les lecteurs du Monde ne sont pas tout à fait à l'extrême droite, on va le dire comme et ils sont véritablement la radiographie de tout le monde. Même moi, je lis Le Monde, c'est tout dire. Bon, il n'en demeure pas moins qu'ils voient dans Céline un formidable écrivain, C'est pas pourtant qu'ils sont antisémites. Je suis même certain qui sont le contraire. Donc il y a un moment, il faut savoir faire la part des choses, et je suis d'accord avec Michel, parce que si on rentre dans ce processus, alors là je peux vous dire que vous allez véritablement brûler des milliers de livres dans nos bibliothèques. Mais enfin, il n'y a pas eu Marlène Schiappa ce matin dit: je n'appelle pas à la censure du film, j'accuse. Non, mais on s'en fout de Schiappa. Maintenant, non, elle est secrétaire d'État au droit femmes-hommes. Elle dit: maintenant, je m'interroge sur le message qui est envoyé. Effectivement, j'ai l'impression que le cinéma français n'a pas fait sa mue en ce qui concerne sa lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Applaudir une personne qui est accusée de viol par plusieurs femmes, je trouve ça choquant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être condamné. Voilà. Attendez, même une de mes sources me disait tout à l'heure, j'ai pas vérifié, mais ma source est fiable, une des victimes de Polanski a dit ce matin qu'il fallait soutenir son film, qui est un très bon film, il fallait arrêter de tout mélanger. Oui, c'est la première. Mais à ce moment-là, imaginez, il y a un film qui marche très bien, c'est Les Misérables. Oui, pareil. Et Lajli a été condamné à 3 ans de prison pour enlèvement et séquestration quand même. Et enlèvement et séquestration de quoi? Dans une histoire sordide de poursuite de quelqu'un qui avait couché avec quelqu'un d'autre. Sœur de l'autre. C'est limite médiéval.
Est-ce que on arrête? On ne parle plus des Misérables ni de ce qu'il a. Non mais c'est intéressant. Je mets ma main au feu. Qui soutient les islamistes. Oui, d'accord, mais c'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je mets ma main au feu, que Madame Schiappa ne condamnerait pas les Misérables ou Ladjli. Si, elle a dit, oui, elle a dit même combat. Polanski, Ladjli, même combat. Donc, c'est ce que disait Monsieur Ménard. On va supprimer 80% des œuvres et puis on regardera La Petite Maison dans la Prairie. Je crois que c'est correct. C'est pas mal, La Petite Maison dans la Prairie. Oui, mais c'est un peu idiot. Daphné nous dit, et c'est une question qui se pose, donc Madame Foresti qui fait un lapsus, est-ce qu'elle va laisser la présidence ou est-ce qu'elle va se boucher le nez en y allant mais par contre, elle aussi a le droit. C'est ça qui est intéressant dans la liberté d'expression, c'est qu'elle a le droit de faire un lapsus. Elle a le droit de tacler un peu. Oui, elle a le droit de faire un lapsus, évidemment, mais ça veut dire que c'est un engagement. Mais elle a le droit. C'est un engagement de sa part, mais dans ce cas-là, est-ce qu'elle ne va pas jusqu'au bout? Puisque visiblement, ça la débecte quand elle dit pour le film je suis accusé, donc ça veut dire qu'il y a quelque part. Encore une fois, comme a dit Monsieur Taube, le film J'accuse est remarquable. Et il arrive à un moment donné où il y a plus de 74% d'actes antisémites en France. Et c'est important de rappeler ce moment important que de plus en plus de jeunes adolescents ne connaissent pas très bien. Donc réellement, ce sont des choses séparées. Je pense que Madame Foresti peut aussi bien louer la qualité d'un film et le message qu'il porte, J'accuse, où il n'y a aucune violence faite aux femmes, c'est une question d'antisémitisme, et puis tacler Polanski pour ses pratiques personnelles. Ça promet une cérémonie des Césars. C'est ça qui est intéressant. Entre les intermittents et tout, je pense que ça va être mouvementé. Nabil est en ligne avec nous, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, le sujet m'importe énormément dans la mesure où j'ai été victime de pédophilie. Oui. D'accord. Donc aujourd'hui, j'ai entendu censurer les œuvres ou quoi que ce soit. Non, la question n'est pas de censurer les œuvres de qui que ce soit. À chacun le droit d'aller lire une œuvre ou une autre. Mais par contre, mettre en avant les personnes qui font ces œuvres, là, ça pose un problème. Quel message on envoie ? Quel message on envoie à notre société, à nos enfants, à nos amis, à la France entière? Quel message on envoie? C'est-à-dire impunité zéro. La personne a été reconnue et condamnée en tant que pédophile, et c'est pas la première fois et ça sera pas la dernière, je pense. Donc, quel message on envoie? Moi, je suis... ça me débecte. Ouais, voilà. Michael nous dit la différence, c'est que le réalisateur des Misérables, il a purgé sa peine au contraire de Polanski. Bah oui, c'est vrai. Donc, parce qu'il l'a pas. Polanski, n'a pas fait face à la justice. Polanski s'est enfui. Donc quand même, il y a. Il peut être poursuivi en France. Merci Nabil. Il peut être poursuivi en France. Il n'y a pas prescription. Il y a prescription sur l'affaire de la jeune femme. Il n'a pas été poursuivi en France. J'entends bien. Donc il y a un arrière-goût quand même. Non, mais comme dit l'auditeur, effectivement, moi, ce qui m'a vraiment choqué avec l'affaire Maznev, c'est pas tellement Maznev. Enfin, c'est Maznev, ça c'est sûr, mais c'est aussi Bernard Pivot qui dit, à 2 reprises dans l'émission de l'époque, les minettes, c'est votre truc, quoi. Oui. Comme on dirait, les petits garçons, c'est votre truc. Ça, c'est scandaleux. Exactement. Ça a peut-être été à une époque considéré, ça a été peut-être à une époque considéré comme normal. Moi, je vois pas en quoi c'était normal en 1975 ou en 1227. Non, il y a beaucoup de gens qui disent qu'à l'époque, ils avaient été effectivement choqués. Il y a eu du tourisme, notamment en Asie. Il y a eu des gens qui sont même devenus ministres, sur lesquels on avait quand même quelques interrogations fortes. Bon, donc dont acte. Mais il est clair qu'il faut poursuivre les faits. Et en ce qui concerne le génie des œuvres, c'est autre chose. Oui. Est-ce que l'époque est différente? Est-ce que l'époque a changé? Est-ce qu'on tolère moins de choses aujourd'hui? Non, mais enfin, la pédophilie, c'est pas acceptable. Puis c'est tout, point barre. Oui. Bon, voilà, ce sera le mot de la fin. Mais je vous conseille quand même, c'était dans le point de la semaine dernière, Patrick Besson, qui a consacré une page aux réactions. Enfin, il a extrait des carnets de Gabriel Masnev, des rencontres qu'il avait faites. Donc hier à France Inter, l'émission de Frédéric Bonneau s'est très bien déroulée. Tout le monde a été charmant avec moi. J'ai senti tous ces jeunes journalistes avoir une curiosité à mon égard. Il y en a une pleine page comme ça. Mardi soir, réunion électorale avec Bertrand Delanoë. C'est Christophe Girard qui m'y avait invité. Donc tous ces gens qui aujourd'hui font poids, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, ils étaient dans les carnets de Monsieur Masnev. Donc c'est intéressant à lire. Merci à tous les 4 et dans un instant vous retrouverez André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.